Joanny. Aujourd'hui, Georges Segui s'entretient avec Marc Guillaume. 4e entretien. Georges Segui, nous reprenons cet entretien sur le centenaire de la CGT et votre expérience de militant. Je voudrais qu'on aborde un registre qui finalement a été un peu laissé de côté, c'est la position internationale que vous avez par nature été amené à prendre et que vous prenez encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Alors là, on retrouve cette espèce de rapprochement entre l'origine historique, puisqu'au fond, la préhistoire de la CGT, c'est la première internationale, et l'actualité la plus brûlante. Donc je voudrais qu'on évoque d'abord rapidement cette origine et ces positions pacifistes, anticolonialistes, qui sont illustrées en 14, avant 14, avant 39, en 39, à propos de la guerre d'Indochine, à propos de la guerre d'Algérie, etc. Oui. Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit d'une tradition qui a marqué le mouvement syndical français depuis son origine, que l'on dénomme dans notre dialecte syndical d'ailleurs beaucoup plus solidarité ouvrière internationale qu'internationalisme, qui a une consonance de caractère beaucoup plus politique. À l'origine, on peut dire que, ce dont on a déjà parlé, que le 1er mai d'initiative syndicale française fut une première expression, avant même la naissance de la CGT, de la manière dont le mouvement syndical français, le mouvement ouvrier français à cette époque, concevait ces questions de solidarité ouvrière internationale, toujours sur une base internationale de classe, toujours sur la question des intérêts de classe des travailleurs, comme l'on dit dans notre jargon. Mais ça, c'est l'origine. Par la suite, il y a eu toute l'histoire de l'écroulement de l'empire colonial français. Depuis la guerre du Maroc jusqu'à la guerre de l'Algérie et celle du Vietnam, il y a eu le comportement du mouvement syndical français au moment de l'intervention des pays occidentaux lors de la révolution d'octobre en Russie, qui a donné lieu à d'importantes initiatives d'action solidaire des révolutionnaires russes. Et enfin, il y a eu, dans toute l'histoire de la CGT, toujours une position assez engagée sur toutes les questions qui touchent au problème de la paix et du désarmement, qui sont aussi de caractère de solidarité ouvrière internationale, en considérant que les travailleurs du monde n'ont pas à se faire la guerre entre eux pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et ça a marqué les caractéristiques, la mentalité et les orientations de la CGT. Je rappelle que, à ce propos, sur ce chapitre, la CGT avait pris une part active à la pétition qui restait dans l'histoire sous l'appellation d'Appel de Stockholm contre la bombe atomique, peu de temps après l'expérience d'Hiroshima. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette tradition dans le comportement de la CGT au sein du mouvement pacifiste international pour s'opposer aux essais nucléaires et pour demander qu'on en finisse avec cette arme barbare de destruction massive qui s'appelle l'arme atomique. Donc, nous en sommes aujourd'hui donc à cette question. Mais cet internationalisme, ou cette solidarité ouvrière internationale, touche aussi à des aspects plus concrètement sociaux et économiques. C'est sûrement la question sur laquelle nous allons maintenant continuer notre conversation. Est-ce que je peux vous demander quand même d'évoquer un aspect qui est relativement peu connu, qui était la position de la CGT sur la guerre d'Espagne? Au moment de cette première manifestation de la volonté fasciste de dominer l'Europe, qui s'est produite en Espagne, la CGT, la CGTU d'abord, puis la CGT quand elle a été réunifiée, a eu une attitude qui a été assez critique de la non-intervention en Espagne. Et nous avons, dans le mouvement syndical, beaucoup de nos militants qui se sont engagés
dans les brigades internationales. Moi, j'étais trop jeune pour pouvoir en parler de mémoire par rapport à ce que j'ai vécu, mais je le sais tout de même par rapport à mon entourage familial. Beaucoup de militants se sont engagés dans cette bataille, et l'un des plus prestigieux, si je puis me permettre de citer son nom dans cette émission, qui était un militant syndical de la CGTU et puis ensuite de la CGT, de la métallurgie parisienne, s'appelait Rolf Tanguy, qui est devenu ensuite le prestigieux colonel qui est dirigeant des francs-tireurs et partisans français de la région parisienne, reçu avec le général Leclerc la démission de Wolf-Cholsys au moment de la libération de Paris. Alors, effectivement, la position, en effet, cette internationale ouvrière que vous évoquez, donne un fil rouge, même si ce fil rouge parfois s'est brisé. Il y a eu cette cohérence qui heurtait l'autre cohérence, qui est celle des nationalismes. Bon, ce serait trop superficiel si on voulait aborder les conflits qui ont ravagé les unités syndicales et politiques avant 14 ou avant 39. Mais la même difficulté, me semble-t-il, et la même cohérence d'ailleurs, se retrouve en effet sur la question économique. Alors, j'aborderai d'abord, si vous le voulez bien, le thème de l'opposition entre les pays riches et les pays en voie de développement, entre le Nord et le Sud. Est-ce que vous pensez que l'action syndicale peut à la fois défendre les intérêts des nationaux et rester sensible à l'exploitation, dans un sens un peu là, élargi du terme, des pays pauvres par les pays les plus riches? Si vous me le permettez, m'en excusant, je changerai le mot d'exploitation des pays riches sur les peuples des pays les plus pauvres par le mot esclavage, ou surexploitation, pour atténuer un petit peu. Je pense que nous vivons une période dans l'évolution du système capitaliste mondial qui pose au mouvement syndical international de sérieux problèmes. Vous venez d'y mettre le doigt en plein dessus. Il n'est pas possible d'imaginer que les sociétés multinationales, les grands groupes industriels et financiers puissent exporter des capitaux dans les pays sous-développés ou en voie de développement, comme on voudrait les appeler, où la main-d'œuvre sort à peine des conditions que nous connaissions chez nous au Moyen-Âge, et puissent exploiter cette main-d'œuvre pour des salaires absolument dérisoires, sans aucun droit social, sans aucune sécurité, sans aucun respect de la moindre réglementation élémentaire du travail, et arriver à fournir sur le marché mondial des produits concurrentiels de ceux qui sont fabriqués dans les pays industrialisés, qui coûtent 2 ou 3 fois moins cher à qualité comparative, sinon égale. Eh bien, il n'est pas possible d'assister à une telle situation sans réagir. Car il y a là une concurrence, effectivement, d'intérêts économiques et d'intérêts sociaux qui intervient dans le monde du travail, selon que l'on est dans un pays riche industrialisé ou selon qu'on est dans un pays pauvre sous-développé. Et là, je pense qu'il appartient aux syndicats des pays industrialisés qui ont déjà une expérience, qui se sont battus tant d'années pour conquérir des droits sociaux importants, de résister à cette pratique, à cette situation qui tente à exploiter d'une manière outrancière, inadmissible, sauvage même, les peuples et les travailleurs de ces pays en voie de développement. C'est une question qui nécessiterait un long développement. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il serait normal que les syndicats, qui siègent tous au Bureau international du travail, présentent d'un commun accord une démarche et des propositions d'accord international à négocier au niveau des gouvernements pour que ces sociétés qui exploitent de cette manière outrageusement scandaleuse la main-d'œuvre de ces pays soient soumises à des contraintes qui les empêchent d'occuper aussi librement le marché mondial et de se procurer ainsi des bénéfices colossaux au détriment de la main-d'œuvre qu'ils exploitent et au préjudice à plus ou moins long terme des acquis obtenus dans les pays industrialisés. Voilà pourquoi là il y a une contradiction sérieuse qui touche non pas seulement
les pays concernés, industrialisés, mais qui a un caractère universel, planétaire, disons, et qui concerne l'ensemble du mouvement syndical. Et il y a donc, par voie de conséquence, une concertation syndicale internationale à avoir pour savoir de quelle manière nous allons faire face à cette situation. Je suis content de la passion que vous mettez à votre réponse, parce qu'il me semblait que c'était la première partie d'une question plus générale, et c'est peut-être la partie la plus facile. Là, je pense que même si les moyens de l'action internationale sont pas très faciles à trouver, enfin les chemins sont pas très faciles à trouver, on voit vers quoi on peut aller. En revanche, le deuxième volet va peut-être susciter plus de difficultés. Comment changer le mécanisme mondial, cette fois-ci, du développement économique, ce mécanisme qui produit cette croissance, et cette croissance d'ailleurs pas assez riche en emplois, qui est quand même fondée sur la confrontation entre les espaces nationaux, et qui finalement substitue à l'exploitation d'une classe par un groupe d'entreprises, par un groupe capitaliste, qui substitue à cela un mécanisme plus subtil, au fond, qui est la confrontation internationale. Pour le dire en termes concrets, prenons une entreprise nationale quelconque, France Télécom par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a exploitation d'un groupe capitaliste, tant que France Télécom n'est pas privatisé du moins, de ses employés. Mais France Télécom est bien obligée d'avoir des politiques d'austérité, éventuellement de restriction de l'emploi, pour essayer de rester un opérateur mondial de télécommunications important en Europe et dans le monde. Alors, quelle est la position, alors ça rejoint la question du pacifisme, quelle est la position des organisations syndicales et de la CGT par rapport au fond à cette question très large qui est à la base de l'ordre économique? L'ordre économique est fondé sur la compétition, il est fondé sur ce qu'on appelle peut-être de manière un peu triviale la guerre économique. Est-ce que vous êtes pacifiste en matière de cet ordre économique mondial? Je pense que cet ordre économique mondial, tel que vous venez d'indiquer, le mécanisme est un ordre à changer complètement, car il repose non pas sur la satisfaction des besoins des hommes conçus à l'échelle universelle, mais sur la recherche de l'accumulation maximum des profits. Et là, nous sommes en présence d'une question justement qui contribue à me faire penser que nous devons reconsidérer beaucoup de questions traditionnelles du syndicalisme telles que nous les avons vécues jusqu'à maintenant trop à l'échelle de nos pays respectifs, pour penser aux dimensions que prend aujourd'hui l'économie, la division du travail à l'échelle internationale et l'exploitation du travail, avec toutes les différences qu'il comporte, les inégalités qu'il sécrète. Alors, je pense donc que tout est à repenser, et dans la mesure où la compétitivité, la concurrence, dans la recherche d'une productivité supérieure, comme on le voit dans nos pays, tend à évacuer du travail, à refouler de plus en plus de main-d'œuvre, nous sommes en présence d'une sorte de contradiction, pour ne pas dire une aberration, car ceux qui recherchent à produire au prix de revient minimum, s'ils créent de plus en plus de chômeurs, où trouveront-ils les consommateurs pour utiliser les productions qu'ils réalisent? Là, il y a une contradiction, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la seule. C'est une contradiction qui existe dans tous les pays capitalistes, celle-là. Mais l'autre contradiction, c'est qu'il est impensable de croire qu'il sera longtemps possible à l'échelle planétaire de continuer à exploiter 80% de la population du tiers-monde qui ne se partage que 20% de la richesse mondialement produite, alors que 20% des pays riches, avec toutes les inégalités qu'ils recèlent en eux-mêmes, internes, 20% des pays riches consomment 80% de ces richesses. Là, il y a quelque chose de relativement nouveau pour notre siècle, hein, qui oblige, je pense, tous les hommes à penser, tous les hommes responsables au moins, qui se targuent d'avoir un brin de lucidité, à penser d'une autre manière les relations entre les hommes, les États, les rapports économiques et sociaux, car on ne peut pas imaginer que l'équilibre de la planète puisse subsister longtemps à de telles injustices, à de telles inégalités. On ne peut pas construire des montagnes de richesses, de profits, et de laisser se déferler des fleuves de privation, de pauvreté, de misère.
quelque chose à plus ou moins long terme craquera à l'échelle universelle si l'homme n'est pas capable de maîtriser cette évolution d'une manière beaucoup plus harmonieuse. C'est cela, mais tout à fait. Mais en même temps, il y a presque une singularité dans la vision économique du monde. C'est-à-dire, c'est une vision dans laquelle la paix n'est pas estimée, n'est pas recherchée. On a naturalisé au niveau économique la guerre. On considère qu'il est bien de continuer sans cesse à faire la compétition. Au niveau militaire, au moins, la guerre a pour finalité, bien sûr, la paix. Dans l'ordre économique, on dirait qu'on s'est résigné à ce que l'horizon de la guerre économique, ce soit un accroissement de la guerre économique. Donc il est bien, si je vous ai bien compris, dans la tradition du syndicalisme, de passer du pacifisme ordinaire au pacifisme économique. Mais si nous faisons cela, nous retrouvons alors une aspiration qui s'est manifestée dans les années 70, par exemple en Europe. Nous retrouvons le best-seller du siècle, le livre qui a été le plus vendu dans le domaine économique, c'est Halte à la croissance, 18 millions d'exemplaires dans le monde, je crois. Mais alors, j'ai envie de vous dire, la CGT se rapproche d'un certain nombre de sensibilités de mai 68. Je ne dirais pas halte à la croissance, je dirais reconsidérons la croissance en fonction des besoins des hommes, et pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de la planète. Reconsidérons toutes les orientations économiques, tous les investissements, toutes les introductions des technologies modernes dans la production pour améliorer les conditions de vie des êtres humains sur la Terre et non pas pour accumuler des profits qui finalement constituent des montagnes de handicap sur l'évolution sociale en général et sont source de déséquilibres qui peuvent amener des fractures, des traumatismes violentes parfois, dont tout le monde aura à supporter les conséquences. Alors j'entends bien que cette conception tout à fait nouvelle, fondamentalement différente de ce que nous avons connu tout au long de ce siècle, même au siècle précédent, à la fin du 19e au moins, peuvent paraître de nos jours utopiques, mais on en revient à ce que je disais ce matin, l'utopie c'est quelque chose qui non pas quelque chose d'irréalisable, mais quelque chose de non encore réalisé. L'humanité sera obligée, tôt ou tard, de reconsidérer ces questions de rapports économiques et sociaux à l'échelle planétaire. Mieux vaudrait que ce soit le plus tôt possible, bien que nous soyons aujourd'hui dans une période où, malheureusement, la guerre économique que vous évoquez tend à être soutenue par la vieille devise médiévale et dominatrice, la raison du plus fort est toujours la meilleure, ou préparons la guerre pour faire la paix, la raison du plus fort est toujours la meilleure, tout ça. Bon, tout cela... On pourrait dire aussi qu'on est dans une guerre économique chaude. Oui, mais qui donne lieu d'ailleurs, de la part des puissances qui aspirent à conquérir la plus grosse part possible du marché, à des mesures de surarmement qui provoquent des réactions, c'est assez heureux quand même, et nouveau, relativement nouveau, à l'échelle internationale, très importante, comme on le voit avec ce qui se passe à propos de l'armement nucléaire, dont la France est malheureusement, à cause des décisions récentes de Monsieur le Président de la République, au banc des accusés à l'échelle internationale. Alors, tout cela est lié, n'est-ce pas, la course aux armements, la guerre économique, la volonté des uns de dominer les autres, ou de faire face à la concurrence, de chercher des records de productivité de nature à restreindre le travail, donc à diminuer la consommation. Là, nous sommes en pleine contradiction, en pleine aberration, qui va dans un sens catastrophique, finalement, si on ne se ressaisit pas en temps opportun. Je pense que l'avenir appartient à ceux qui pensent qu'il faut changer complètement les rapports entre les hommes, les rapports entre les nations, les rapports entre les forces économiques en présence à l'échelle planétaire. Mais est-ce que justement ce n'était pas le chantier que, après 68, finalement diverses forces, divers mouvements qui ne connaissaient pas l'enjeu, parce que nous étions au fond dans une guerre économique froide. Il y a moins d'urgence, on pouvait opérer à froid. Dans les fins des années 68, je rappelle qu'il y avait 500 000 chômeurs, que l'inflation était certes forte, mais la croissance était forte aussi. La compétition internationale était peut-être un peu moins féroce. Donc le chantier, au fond, auquel étaient invitées les différentes forces de notre pays, avait été ouvert par les étudiants. Alors peut-être que
Là, les institutions, un peu alourdies par leur patrimoine, n'ont pas su saisir une fenêtre, comme disent les lanceurs de satellites. Il y avait peut-être un moyen d'ouvrir le chantier 20 ans plus tôt, non? Ce dont je me souviens, c'est que... Je ne parle pas de 68 même, je parle des années 70. Dans cette période, oui, des idées se sont exprimées à cette époque-là. Peut-être n'y avons-nous pas été suffisamment sensibles, nous qui sommes des revendicatifs a priori, hein, tout est pour tout, et peut-être plus contestataires que force de proposition dans certains cas, c'est un défaut. Peut-être à ce moment-là aurions-nous dû réfléchir, mais ces idées étaient encore assez minoritaires dans l'opinion publique, dans les milieux où elles s'exprimaient, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que elles n'ont pas été suffisamment prises en compte à cette époque-là que nous saurions les négliger aujourd'hui, car la réalité a continué son petit bonhomme de chemin et nous a placés dans une situation vis-à-vis de laquelle il n'y a plus de dérobade possible. Et là, nous sommes tous confrontés à un certain nombre de réalités objectives qui nous obligent à y réfléchir et à se déterminer par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre. Je souhaite que l'on se détermine dans le sens des idées progressistes, humanistes, que nous venons d'évoquer. Et est-ce que cela impliquerait, par exemple, au niveau européen, que vous seriez favorable à une union plus politique, y compris par l'intermédiaire d'une union monétaire, pour justement réduire la concurrence intra-européenne? Je suis pour qu'à l'échelle européenne, on crée une situation qui permette au gouvernement, aux employeurs et aux représentants des travailleurs, aux syndicats, de discuter ouvertement et sans a priori ni exclusive de toutes ces questions et que chacun prenne en considération les opinions des uns et des autres. Car pour le moment, il y a une conception unilatérale généralement conçue par les employeurs et les gouvernements à laquelle les syndicats ne participent pas. Voilà pourquoi je suis pour qu'il y ait une concertation, une vraie concertation syndicale européenne, sans discrimination d'aucune sorte entre les organisations syndicales en présence en Europe, pour que chacun mette en commun ses idées et que l'on essaie d'en dégager les idées communes susceptibles de contribuer à avoir une perspective différente de l'évolution sociale et économique de l'Europe. Par exemple, au niveau de l'harmonisation européenne, est-ce que le chantier de la réduction de la durée du travail, qui est un chantier essentiel pour lutter contre le chômage, c'est pas la seule façon de lutter contre le chômage, mais c'est un axe possible, est-ce que c'est un atelier qui est ouvert dans le milieu syndical? C'est la question principale, je pense, actuellement, pour les syndicats et les travailleurs salariés d'Europe, qu'ils soient nationaux ou immigrés dans différents pays. D'ailleurs, à propos de l'immigration, dont on n'a pas eu l'occasion encore de parler, je crois que là aussi, sur ces questions, il devrait y avoir entre les syndicats une concertation pour avoir une position cohérente sur la manière dont on doit faire face à ces problèmes de l'immigration. Et en premier lieu, l'aide aux pays en voie de développement et l'abolition de la dette qui les handicape serait le meilleur moyen de mettre un terme à ces problèmes de l'immigration. Et j'en reviens à la réduction de la durée du travail. Je crois que c'est la grande question. On ne peut pas imaginer que tel pays décide de la réduction de la durée du travail d'une manière générale, par voie législative, à l'intention de l'ensemble des salariés, sans que quelque chose se produise d'une manière ou d'une autre, concertée ou non, à l'échelle européenne. Il peut y avoir des exemples, il y en a déjà eu en France, il y en a en ce moment en Allemagne à la métallurgie, oui, où des réductions se produisent, à 35 heures, oui. Des réductions se produisent, mais on sait très bien que s'il n'y a pas une législation qui détermine la durée légale et maximum du travail, il y aura toujours des abus, des violations de la réglementation du travail. Donc je suis pour que nous nous concertions et que nous cherchions à faire prévaloir à l'échelle européenne, au sein de la communauté, l'idée qu'il faut tous d'un commun accord procéder à la réduction de la durée du travail afin que tout le monde puisse bénéficier des progrès scientifiques et techniques, des croissances éventuelles qui peuvent intervenir dans les économies, et que le chômage, par voie de conséquence, soit de plus en plus réduit. La réduction de la durée du travail restant l'un des facteurs déterminants de la réduction du chômage.
Et est-ce que sur cette réduction, vous avez élaboré des propositions un peu nouvelles, ou est-ce que c'est une réduction De longue date, nous sommes pour procéder dans un premier temps à la réduction de la durée du travail à 35 heures, à l'avancement du droit à partir en retraite pour ceux qui, même après retraite, et je me félicite de ce point de vue de l'accord qui est intervenu entre les organisations syndicales et le patronat. Enfin, une négociation réelle qui a abouti à un résultat concret, positif, que la CGT a signé. Ça prouve qu'elle n'est pas anti-signataire en toutes circonstances, la CGT. Quand les choses sont conclues par un compromis acceptable, avantageux donc pour les travailleurs, la CGT signe volontiers et applique loyalement les accords conclus. Eh bien, je souhaite que cet esprit de négociation, qui a donné son exemple à cette occasion, se répande rapidement à tous les grands problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés à l'échelle de notre pays et aussi à l'échelle européenne, et que sur les questions de la sécurité sociale, du pouvoir d'achat, des salaires, de la durée du travail, de la retraite, nous puissions avoir, non pas par la pression des rapports de force et de la grève et de la lutte, ou encore moins de la violence, la possibilité de conclure des accords avec le gouvernement et le patronat qui fassent avancer les problèmes sociaux. À voix nue, Georges Ségui s'entretenait avec Marc Guillaume. Réalisation Nicole Salerne. Demain, 5e entretien. À voix nue. Aujourd'hui, Georges Ségui s'entretient avec Marc Guillaume. 5e entretien. Georges Ségui, nous avons évoqué